Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Je suis ravie de vous retrouver. Nicolas James, notre monsieur digital, comme d'habitude, est à mes côtés. Je vous rappelle que cette émission est en direct sur Décideur TV, mais également sur le site du Journal du Net et que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de l'émission à notre invité. Et d'ailleurs, il est grand temps de le présenter. Ancien journaliste pour LCI et TF1, c'est en 2011 qu'il lance, aux côtés de Pierre Guyot, entre autres, le pure player Atlantico.fr, j'ai nommé Jean-Sébastien Ferjou. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors quand vous lancez Atlantico.fr en 2011, avec une baseline tout de suite très claire, un vent nouveau sur l'info, vous vous revendiquez comme un facilitateur d'accès à l'information et vous proposez d'offrir un décryptage de l'actualité pour raconter le monde tel qu'il est et non tel qu'on aimerait qu'il soit. Alors de quel constat êtes-vous parti? Quelle était la démarche ? Celle que vous venez d'expliquer, mais profondément, je pense que l'ADN d'Atlantico, c'est d'être une espèce de provocateur d'idées. C'est vraiment de regarder quelles sont les idées qui comptent et de ne pas plaquer sur la réalité des grilles qui relèvent plus de la morale parce qu'on a envie de croire que, je sais pas quoi, sur le conflit israélo-palestinien, on a de toute façon un avis prédéterminé, ou sur le cas de Leonarda, en ce moment, un avis prédéterminé sur est-ce qu'il faut ou non expulser les gens. Et pour finir, on ne regarde plus le détail des situations. Et nous, profondément, notre travail, ce qu'on fait tous les jours, et je pense à chaque fois un peu mieux, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher les idées qui sont dans l'actu, de les mettre en avant, de les éclairer et de trouver surtout les personnes qui sont les plus légitimes et les plus pertinentes pour y répondre. Donc du coup, ces personnes légitimes, donc ce sont des contributeurs, vous en avez aujourd'hui 1500 ? Bon, plus que ça, on compte même plus vraiment parce que c'est un nuage qui est en évolution perpétuelle et c'est un véritable radar à idées. C'était comme ça qu'on l'avait imaginé parce qu'on a des relais un peu partout et c'est vrai que nous, on est une petite rédaction, mais quand bien même on serait une plus grande rédaction, on ne peut jamais être spécialiste en tout. Et là, avec tous ces contributeurs-là, parce que certains sont économistes, d'autres vont être historiens, sociologues, juristes, ils peuvent nous dire « Ah, vous avez vu telle décision de la Cour de cassation, elle n'a pas forcément été très commentée. En revanche, elle était vraiment intéressante pour telle et telle raison. » Et après, nous, notre travail à nous, c'est d'identifier quelles sont les questions qui se posent vraiment sur un sujet et encore une fois, d'essayer de trouver les gens qui ont vraiment quelque chose d'intéressant à dire et pas seulement du registre de l'opinion. Et ça, c'est une tâche qui incombe aux journalistes de la rédaction ou il y a des personnes qui sont dédiées à ce travail-là ? Nous, notre boulot dans la rédaction, c'est vraiment ça, c'est d'identifier les questions qui nous intéressent, celles dont on pense qu'on peut avoir de la valeur ajoutée, parce qu'on ne va pas raconter toute l'info, on ne va pas refaire une agence de presse, on ne va pas être plus fort que l'AFP en étant une petite équipe. Donc on se concentre vraiment sur les points sur lesquels on pense qu'on peut apporter quelque chose en plus, et on va chercher, on essaie d'identifier des questions qui n'ont pas forcément été abordées par les autres, ou une nouvelle manière d'envisager les choses, et on se dit, et là-dessus, qui peut le mieux nous répondre parce qu'il saura vraiment de quoi il parle. Pas juste parce qu'il a décidé qu'il avait un avis et puis vous êtes vaguement, ou vous êtes économiste et puis tout aussi bien on va vous faire commenter la décision sur les prix Nobel que je ne sais quelle étude ou quel effet sur les marchés financiers. Non, trouvez ceux qui spécifiquement connaissent le sujet. Alors on a déjà beaucoup de questions d'internautes. Jules demande, est-ce que vous payez ces contributeurs ? Non, pas plus que vous ne me payez moi quand je viens là. Donc on fonctionne un peu, vous le disiez, moi j'ai commencé à travailler à l'époque sur LCI et c'est un peu le même système que les chaînes d'infos. Finalement, les gens qui sont invités sur BFM, qui sont invités sur des antennes, ils viennent pour apporter leur expertise et c'est un peu du gagnant-gagnant parce qu'ils ont de la visibilité. En général, en plus de ça, c'est pas très difficile de les convaincre finalement parce que quand on leur pose une question dont ils pensent qu'elle est intéressante, assez naturellement, ils ont envie d'y répondre. Alors Gauthier demande combien de journalistes à plein temps êtes-vous ? C'est environ une douzaine. Parce que après, en soi, c'est un peu plus que ça, mais comme il y a des pigistes qui ne travaillent pas forcément à temps complet chez nous, mais si on le ramenait à des équivalents temps plein, c'est environ une douzaine. Alors Atlantico.fr, c'est un site d'information pure player gratuit, donc financé uniquement par la publicité. Donc il y a certains contenus qui sont désormais payants, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. La semaine dernière, c'était Daniel Schneiderman qui était à votre place, donc le fondateur d'Arrêt sur Image, et il nous parlait de son modèle qui est au contraire donc payant, mais qui lui permet une indépendance totale. Votre choix, est-ce que dès le départ, il était clair ? Est-ce que c'était évident dès le départ que ce serait financé par la publicité ?
Pour nous, l'équation, elle était différente parce que moi, j'étais pas Daniel Schneiderman, ni Anne Sinclair, ni Edoui Plenel. Donc, ça aurait été de toute façon compliqué qu'on arrive en disant, mais regardez, on est tellement géniaux, vous allez tout de suite vous abonner, vous allez être convaincus qu'il y a quelque chose que vous avez envie de payer. Donc, nous, on a choisi une stratégie en 2 temps. C'était d'abord de créer la marque, de dire, regardez, voilà ce qu'on est capable de faire. Et je pense que de ce point de vue-là, ça marche plutôt bien parce qu'on est monté très vite en audience. On est devenu assez rapidement le premier des pure players, enfin, en tout cas des sites indépendants. Parce qu'après, il y en a d'autres qui ont été rachetés ou qui, comme le Huffington Post, sont adossés au Monde. Donc, je pense que, voilà, sur cette phase 1 qui était vraiment installer la marque, installer la crédibilité, après, c'est toujours à parfaire, à consolider. Et c'est très long de créer une marque, mais en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Et l'objectif était clairement, dans un temps 2, ensuite d'imaginer des produits éditoriaux complémentaires qui, eux, seraient payants. Et on a déjà commencé à mettre en œuvre cette stratégie-là avec le lancement à la fin du printemps dernier d'un univers Atlantico Édition sur un univers de mini-livres numériques qui sont plus adaptés en fait au temps de lecture qu'on a réellement. Ça sert à rien de faire des livres de 400 pages, on ne lit pas 400 pages sur une tablette ou sur un écran, on n'a pas la même qualité d'attention de toute façon sur un écran quand bien même on en aurait le temps. Donc voilà, essayer de produire des contenus qui soient mieux adaptés au mode de consommation actuel. Comme vous l'expliquez, vous avez un beau succès d'audience, vous visez une audience, on va dire, plutôt qualifiée, des CSP+. Comment est-ce que vous expliquez dès lors qu'on a un tel écart entre l'audience qui flirte avec le million de visiteurs uniques et le chiffre d'affaires publicitaire qui, il faut bien l'admettre, a un peu du mal à décoller? Le chiffre d'affaires en 2012 était de 165 000 € environ. Mais c'était le début. Enfin, de toute façon, parce que vous regardez des chiffres sur 2012, là sur 2013, on est en très forte augmentation. Sur le premier semestre 2013, on a fait plus 137%. Donc ça n'a pas de sens si vous voulez. C'est comme vous. Disons que ça a été plus lent. J'ai fait un parallèle avec Slate qui a à peu près la même audience. Bien sûr, le parallèle vaut ce qu'il vaut. Mais par exemple, après 2 ans d'existence, ils en étaient déjà à 500 000 € de chiffre d'affaires en fait. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de dire que quand même vous avez une moyenne de 800 000 visiteurs uniques sur l'année. Mais c'était pas une année, c'était notre première année complète, 2012. Oui, c'était notre première année complète. Tout comme Slate, l'année où ils ont fait 600 000 €. Enfin, je ne veux pas me réduire à ça, mais en fait, moi, honnêtement, j'étais vraiment très étonné en fait par cet énorme écart entre l'audience et le chiffre d'affaires en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que ça n'est plus le cas, puisque sur 2013, on est sur des revenus en très forte progression. Vous visez quel chiffre d'affaires du coup pour 2013 ? Je ne sais pas, parce qu'il y a une saison qui est très importante, qui est le dernier trimestre, avec les fêtes, et c'est un moment important dans l'année publicitaire, mais très clairement, on sera de toute façon au minimum à 3 fois plus que sur l'année précédente. D'autant que vous êtes passé en régie avec Prisma et qui a lancé une offre nous, ce qui marche, en fait, malgré tout, le marché évolue au fil du temps aussi. Slate, ils se sont lancés avant le début de la crise et c'est pas totalement négligeable. Je pense que tout le monde sur le marché de la pub, TF1, M6, tous les grands groupes de toute façon ont beaucoup souffert de la crise. Donc je pense pas qu'il y ait une spécificité Atlantico de ce point de vue-là. Au contraire, nous on a des très bons fondamentaux parce que comme vous le disiez, non seulement notre audience elle est bonne, en analytics elle est même plus proche elle est en moyenne entre 2,5 millions et 3 millions de visiteurs uniques chaque mois. Et surtout, on est les numéros 1 en affinité sur les cadres dirigeants, les CSP+. Donc on a une audience qui est très qualitative. Les taux d'ouverture de notre newsletter sont très très au-dessus de la moyenne du marché. Donc il y a une vraie adhésion à la marque. Et ça a une valeur et c'est ce qu'on vend. On ne se bat pas sur le terrain. Ça ne sert à rien pour nous de la bataille du quantitatif, d'aller sur le terrain de sites qui de toute façon ont plus de moyens, ont un contenu qui ressemble plus à du fast-food d'une certaine manière, avec de l'info qui est bien faite, qui est bien packagée, mais qui est plus facile à consommer. Nous, on passe pas notre temps à faire des diaporamas sur des stars de Hollywood ou des trucs comme ça. Et je méprise pas du tout ça parce qu'on le fait un peu aussi. Mais c'est vrai qu'on est aussi sur des contenus, notre cœur de contenu est plus exigeant. Donc la bataille pour nous, elle est clairement sur le qualitatif. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ça marche parce que comme je vous le disais, on est numéro 1 sur les cadres dirigeants et les CSP+, toutes marques confondues. Devant nous, il n'y a que en fonction des mois le Financial Times. Donc, et ça a une vraie valeur et c'est l'offre qu'on a créée avec Prisma effectivement, dans laquelle il y a aussi Capital notamment. Et Slate, qui sont aussi sur des audiences relativement qualifiées. Et ça marche sur le marché publicitaire parce qu'au bout d'un moment, les annonceurs ils se rendent compte que les décideurs, ils sont chez nous. D'accord. Alors, j'ai pas mal de questions. Elena demande, combien de visiteurs uniques comptez-vous? Quel est votre record d'audience et comment vous situez-vous par rapport à vos concurrents? Donc, vous y avez partiellement répondu. Notre record d'audience, c'était 3 millions de visiteurs uniques. Sur quel article? C'est une question de non, mais 3 millions, c'est sur les visiteurs uniques. Notre record d'audience sur un article, je pense qu'il est à plus d'1 million. Ça doit être 1 200 000 lecteurs sur un article. Et c'était un article qui portait sur quoi?
C'était un article, alors il y en a eu plusieurs, il y avait eu au tout début du site, il y avait eu les rapports de police, les extraits de rapports de police new-yorkais dans l'affaire Strauss-Kahn, et l'année dernière il y avait un article qui avait très bien marché, mais parce qu'il avait été repris beaucoup ailleurs et c'était devenu un phénomène viral, qui était sur l'impact de votre mois de naissance sur votre vie. On voit d'ailleurs qu'à ce titre-là, vous parliez de viralité, les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook sont de plus en plus des leviers d'audience, j'imagine. Vous avez une stratégie particulière par rapport à ça ou... On a bien sûr, on a un community manager qui gère cette communauté-là. Après, on est sur une cible qui est peut-être un peu moins communautaire que d'autres sites comme Rue 89. D'accord. Alors, on a quelques questions, dont une de John, qui dit « Comment expliquer qu'un journal pro-libéral n'arrive véritablement pas à percer sur le web alors qu'il y a plus d'1 million de libéraux en France ?» Il y a plusieurs questions qui rejoignent un petit peu ça. N'arrive pas à percer, moi je veux bien, mais en 2 ans on est devenu le premier des sites indépendants, comme je vous le disais. On est numéro 1 sur les cadres dirigeants, donc après c'est une question de perception. Est-ce qu'on n'arrive pas à percer? Bien sûr en très grand public, mais on ne crée pas une marque en 2 ans. Enfin, si vous allez en province et que vous parlez aux gens de marques qui sont relativement récentes, je ne suis pas sûr qu'ils les connaissent non plus. Votre émission, vous venez de la lancer, vous savez qu'il faut du temps pour s'installer. Et au-delà de ça, sur le point libéral, je ne sais pas, nous on n'a jamais revendiqué en soi être spécifiquement libéral. On est dans un cadre idéologique qui, effectivement, est plus libéral que altermondialiste, à grands traits. Mais notre modèle, c'est précisément que, y compris sur les dogmes du libéralisme, on les remet en cause et qu'on les interroge en permanence. Et quand on regarde, quand là, il y a les prix Nobel, voilà, de regarder les travaux portaient sur quoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Là, cette semaine, on avait une série sur justement les inégalités. Comment se fait-il que depuis le début de la crise, les 0,01% les plus riches aient raflé 95% des richesses qui ont été créées? Ça, vous ne le trouveriez pas forcément sur un site qui serait strictement libéral, donc ce n'est pas tout à fait notre modèle. Mais après, sur le fait de percer ou non, oui, c'est une question de perception. Moi, je trouve qu'on a plutôt bien percé. Mais... Est-ce que l'arrivée au capital de Gérard Lignac, qui est un ancien patron d'un groupe de PQR, vous a un peu aidé? C'était juste un apport financier ou vous a aussi aidé un peu à développer une stratégie pour développer la marque, une stratégie éditoriale? Il avait un peu un apport ou c'était vraiment que de l'ordre financier? Non, bien sûr, enfin, que ce soit avec lui ou bien sûr on parle beaucoup de ce qu'on fait, de toute façon ça l'intéresse, ou avec d'autres de nos actionnaires, ils peuvent chacun avoir un regard différent et intéressant, parce que parmi nos actionnaires, il y en avait qui venaient plus de l'univers du web, donc ils pouvaient avoir des apports qui étaient plus de l'ordre de la technique ou plus marketing. Et effectivement, Gérard Lignac a une grande expérience dans le domaine de la presse et c'est très intéressant d'échanger parce qu'il a une expérience de la presse papier et de la presse régionale qui n'est pas exactement notre univers. En revanche, dans la capacité à analyser une situation, évidemment, ça nous apporte beaucoup. Alors, il y a encore une autre question qui porte un petit peu sur ça. Question d'Eric qui dit 49% de votre capital vient d'une holding FreeMind, parmi lesquels figure Arnaud Dacier qui a animé la campagne de Nicolas Sarkozy sur le web en 2007. C'est pas trop compliqué de rester neutre en étant aussi proche de l'UMP, donc ça rejoint un petit peu. Mais il y a beaucoup de questions là-dessus. C'est absurde sur les 3 millions, c'est un peu une espèce de mythe urbain. Par ailleurs, je conseillerais à l'internaute en question de se poser la question qui est le fonds d'investissement qui est dans Mediapart. Nous, on a toujours été transparents. Donc, vous pouvez voir nos comptes, ils sont en ligne. Ce n'est pas forcément le cas toujours de nos concurrents. La composition de notre capital, elle est parfaitement transparente. Chez Mediapart, il y a un fonds d'investissement dont personne ne sait qui il est. Je ne pense pas qu'on connaisse exactement non plus la composition du capital de Slate. Donc voilà, juste en passant, nous on a toujours joué la carte de... transparent en revanche. Ils expliquent quelle est la répartition du capital entre ça Viveris, ça n'a pas toujours été le cas sur les premières années. En tout cas, aujourd'hui, ça Et pour répondre sur le point spécifique d'Arnaud Dacier, sur les quelques 3 millions d'euros qui ont été investis, il a investi 10 000 euros. Donc si vous croyez qu'avec 10 000 euros... Non, mais ça permet d'acheter une influence. C'est le nom, je pense, c'est une remarque qu'on doit vous faire quand même de temps en temps. C'est une remarque qui se faisait surtout au début. Je pense que maintenant les gens sont passés à autre chose. Et je ne sais pas, quand Pierre Berger est actionnaire du Monde, il a financé la campagne de Ségolène Royal. Je pense que Pierre Berger, et on l'a vu parce que Pierre Berger, lui, a fait des intrusions sur la ligne éditoriale du Monde, en faisant notamment des scandales quand il y a eu, ne serait-ce qu'une publicité, c'était même pas un article, une publicité sur Le Monde qui appelait en faveur de la manifestation pour le mariage pour tous. Moi, je peux vous dire que chez nous, pas une seule fois, ni Arnaud Dacier, ni aucun autre ne nous ont jamais fait aucun commentaire. Et là-dessus, je trouve qu'on a des actionnaires pour le coup épatants, parce que ce soit Marc Simoncini, Xavier Niel, Charles Becbédé, Gérard Lignac, aucun d'entre eux jamais ne s'est permis de nous faire la moindre remarque. Et au-delà de ça, de toute façon, on avait écrit un pacte d'actionnaires qui faisait structurellement, ils ne pouvaient pas le faire. Donc,
Et pour le coup, ce qui est drôle sur l'UMP, c'est que si vous posiez la question à l'UMP, ce qui serait peut-être utile finalement, eux n'ont pas cette perception-là parce que justement, ils nous trouvent pas assez sages et un peu trop impertinents. Alors, il y a beaucoup de questions. Marion demande, le 25 septembre 2012, vous avez été piégé par un journaliste qui s'est fait passer pour Luc Châtel, l'ancien ministre de l'Éducation nationale sous Sarkozy. C'était une erreur de débutant. Comment avez-vous pu vous faire piéger ? C'était une vraie erreur, effectivement. On l'a reconnu, on l'a expliqué, ça, c'est certain. Après, il y avait une vraie intention de nuire. Et donc, en dans modifiant spontanément l'adresse mail ? Voilà, il y avait eu, la personne en question avait triché sur son adresse mail. Enfin, il y a eu une enquête, le vrai Luc, ou l'autre Luc Châtel avait porté plainte, nous aussi. Donc, de toute façon, il y a une enquête qui était en cours. C'est vrai que, clairement, il y a quelque chose qu'on a mal fait dans l'histoire. Ça, je ne peux pas vous dire l'inverse. Après, je pense que n'importe qui... Si moi j'essaye de vous piéger, j'arriverai, et que je m'en donne les moyens, j'arriverai à vous piéger parce que de toute façon, on est sur des modèles où effectivement une forme de rapidité et une forme de confiance aussi, parce que malgré tout, on est dans un rapport aux gens. Si vous vous dites, si moi je viens en vous disant bonjour, je suis Jean-Sébastien Ferjou, et qu'en fait j'ai envoyé quelqu'un d'autre qui vous dit ça, est-ce que vous serez capable de vous en rendre compte ? Si je vous appelle, est-ce que vous avez appelé cette personne ? Mais bien sûr, on l'a appelé, il y a eu des échanges de textos, il y a eu des échanges... Enfin, c'était après, re-rentrer dans les détails de l'histoire, c'est un peu fastidieux. Mais il y avait une vraie intention de nuire de la personne en question qui réellement... C'est pas juste qu'on l'a appelé... Nous, on s'était rendu compte... Il y a eu une erreur qui avait été faite, on avait appelé cette personne-là. Il y avait 2 Luc Châtel dans notre carnet d'adresses. Donc on a appelé le mauvais. On s'en est rendu compte très vite. On lui a laissé un deuxième message pour dire on est désolé. Et on a appelé par ailleurs après les attachés de presse de l'autre Luc Châtel, celui de l'UMP. Et ça a été un concours de circonstances malheureux. Et le faux ou le vrai faux Luc Châtel qui lui a délibérément utilisé la situation en allant créer une adresse mail UMP, ce qui pour le coup relève quand même de la malhonnêteté intellectuelle à minima. Donc voilà, effectivement... Si on parle d'usurpation d'identité, c'est aussi un peu peut-être les limites du journalisme participatif. Bon, je fais un peu d'autres promo, mais dans le participatif, vous avez quand même des chroniqueurs. Est-ce que vous vérifiez toujours l'identité des chroniqueurs qui écrivent dans votre systématiquement ? Non, mais on n'est pas justement comme sur Rue 89 ou sur le D'accord, c'est vraiment... Les gens n'ouvrent pas... On reçoit énormément de messages de gens qui souhaiteraient le faire, mais notre modèle, c'est pas ça. Notre modèle, c'est comme, je vous disais, il est plus proche d'un modèle de télé. Chez BFM, si vous invitez les gens à venir sur votre plateau, c'est vous qui avez pris la décision. C'est pas quelqu'un qui nous envoie quelque chose et on décide ou pas de le publier ou de le mettre plus ou moins en avant. Donc, parfois, ça arrive. À vrai dire, ça arrive plutôt par effet de réseau, parce que les gens qui sont intéressés par la démarche d'Atlantico, il y en a de plus en plus, trouvent un moyen de nous joindre, de nous appeler, on les rencontre et on voit avec eux, on se met d'accord, on leur explique bien quel est notre mode de fonctionnement. Et donc cette question, elle ne se pose pas tellement chez nous. On va revenir à votre business model avec une question de Damien qui dit « Vous avez récemment lancé des produits payants, mini-livres numériques en visant le marché du livre d'actualité. Est-ce que ça rapporte ?» C'est un début, donc ça ne rapporte pas encore des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. En revanche, on a des très bons taux de transformation sur cet univers-là. On a un partenaire, donc Erol, qui est une grosse maison d'édition et qui est très satisfait parce qu'il trouve précisément que par rapport à d'autres plateformes comme Amazon et autres, on a des taux de transformation qui sont très bons. Donc je pense que c'est encourageant et que le vrai succès du modèle, il se déterminera une fois qu'on aura publié plus de choses et que voilà, ça sera un espace qui vivra plus. On est en train d'y travailler, mais ça va bientôt être le cas. Pour qu'on se fasse un ordre d'idée, je crois que vous avez lancé déjà une dizaine d'e-books qui sont consacrés à des sujets un peu conseils ou actualité. Par exemple, l'e-book qui s'est le plus vendu, c'est de quel ordre, même si vous allez me dire que c'est un peu trop tôt, mais juste pour qu'on sache. C'est de l'ordre de plusieurs centaines d'exemplaires. En tout, on est sur des ventes plutôt en milliers. Mais... Parce que, en fait, moi, j'avoue que j'étais un peu dubitatif quand j'ai vu Atlantico veut vraiment se relancer dans le payant en lançant des e-books à 3 €. Vous pensez vraiment qu'à terme, ça peut représenter un pourcentage significatif de votre chiffre d'affaires? Vous avez vraiment senti une demande par rapport à ça? On n'a jamais prétendu que ça allait représenter 50% de notre chiffre d'affaires. C'est aussi un moyen pour nous d'aller sur un autre format parce qu'il y a des enquêtes, par exemple, qui vont tenir sur des formats un peu plus longs. Là, on est en train de travailler, de finir un livre qui explique en quoi l'Europe s'enferme dans la crise en faisant un comparatif avec le Japon. Au moment où le Japon est en train de sortir de 2 décennies de récession et de crise, l'Europe est en train de s'enfermer dans le mauvais chemin qu'avaient pris les Japonais. Donc, est-ce que ça a du sens? Mais ça ne s'explique pas forcément en un article. Donc après, effectivement, ce n'est pas forcément un produit qui est extrêmement grand public, qui va se vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires. En revanche, en termes d'influence, je peux vous garantir, et il y a des gens qui nous appellent, il y a des économistes qui nous appellent, il y a des papiers qui sont publiés chez Atlantico qui sont repris aux États-Unis
Donc Finalement, en termes c'est d'influence autant, intellectuelle, levier et notre d'influence vrai que modèle, de il est là, monétisation, comme je vous disais, l'ADN profond d'Atlantico, c'est provocateur d'idées, dans les deux sens, à la fois parce qu'on n'accepte aucun cadre préétabli, c'est pas parce que soi-disant on serait libéraux ou conservateurs ou je ne sais quelle autre étiquette qu'on pourrait nous mettre qu'on s'inscrit strictement dans ce cadre-là, et à côté de ça, provocateur dans le sens accoucheur d'idées aussi. D'accord. Vous parliez à l'instant de contenu grand public. En septembre dernier, vous avez lancé avec Jean-Marc Sylvestre Atlantico Business, qui propose tous les matins donc son analyse et donc tout un tas de Voilà, les contenus. 10 infos éco du jour, Voilà, le autour de graphique du l'économie. jour. Exactement. Est-ce que vous pensez que l'économie n'est pas assez traitée dans les sites d'information et dans les médias en général ? Ah ben, sur les sites généralistes, oui, je pense qu'elle n'est pas assez traitée. Elle l'est encore moins sur le web parce que pour une raison qui est très bête, mais c'est que les journalistes français ne sont pas tellement dans une culture économique. Et je ne vous dis pas que nous, on est brillantissimes, hein, c'est pas ça. Je pense qu'on est un peu plus curieux sur ce terrain-là. Très clairement, peut-être plus que ce qu'on en imaginait à l'origine. Atlantico est devenu un site où on fait beaucoup d'économies, mais parce qu'il y a eu la crise aussi et que c'est important de comprendre le monde et l'univers dans lequel on vit. Et nous, on fait un vrai boulot là-dessus. Et je pense que notre gros point fort, il est sur ce terrain-là. Et on a d'ailleurs énormément de contributeurs, comme je vous disais, y compris des gens qui sont des gens extrêmement reconnus dans des pays étrangers. Et là-dessus, je pense qu'on fait un vrai bon boulot. Alors en avril, donc là je remonte un petit peu le temps, vous avez lancé une nouvelle version du site en responsive design, donc une technologie qui adapte le design du site automatiquement à la taille de l'écran. Est-ce que c'est ça l'avenir d'Atlantico, une utilisation de plus en plus sur les tablettes, sur les smartphones? Vous en êtes où là-dessus, sur ce sujet? C'est en tout cas l'évolution du marché. Donc forcément, on s'inscrit dans l'évolution du marché. On s'inscrit, et on n'est pas que suiviste d'ailleurs, parce que sur le responsive, on était dans les tout premiers sur le marché à le faire. Donc évidemment, quand on regarde d'où vient notre trafic et comment les gens consomment Atlantico, et parce qu'on était une équipe, comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, qui venait de la télé, je pense qu'on a une culture un peu différente, parce que précisément quand vous faites de la télé, vous savez que la forme est aussi importante que le fond. Parce que si vous m'interviewez, mais que le micro est pourri, ou que la lumière est pas bonne, ou je sais pas quoi, j'aurais beau dire les trucs les plus intéressants au monde, de toute façon, à l'arrivée, vous le regarderez pas parce que la forme vous aura dissuadé. Et donc, voilà, cette démarche-là, on l'a toujours eue. Donc, évidemment qu'on s'intéresse de près aux évolutions. Ça représente combien aujourd'hui votre audience mobile? Vous avez une idée? Ça représente, ça dépend des moments de la journée. Ça représente en moyenne, c'est entre 25 et le tiers de l'audience. Et c'est le soir surtout. Le soir, en fait, c'est plus sur mobile. Dans la journée, on est clairement, nous, sur une cible bureau, ce qui est un problème avec Médiamétrie d'ailleurs, puisque Médiamétrie a un panel qui est incapable de prendre en compte réellement cette mesure-là. Moi, j'avais rencontré les gens de Médiamétrie en leur demandant, on était dans le top 25, on devait être à ce moment-là 22e des sites d'info en France, qui moi, je trouve, est pas mal après 18 mois d'existence. Et je leur posais la question en disant, mais montrez-moi vos panels vraiment. Et en regardant sur le panel bureau, le chiffre était en rouge. Je leur dis, mais pourquoi? Ils me disent, ah ben vous savez, à ce niveau-là, c'est pas représentatif. Je dis, vous êtes en train de me dire que je suis numéro 22 et c'est pas représentatif, mais vous départagez comment numéro 60 et numéro 90? Donc, de toute façon, il y a un énorme sujet qui est la mesure d'audience sur le web en France est parfaitement absurde. Mais pour les défendre, juste en fait, ils ont quand même un peu remédié à ça en lançant une mesure d'audience mixte avec l'OJD, avec des données site-centriques qui sont censées un peu sauf qu'ils Vous trouvez que c'est pas satisfaisant? Non, parce qu'ils ne prennent pas les données site-centriques que tout le monde. Et clairement, je pense que si j'avais l'abonnement avec Médiamétrie à 70 000 € par an, j'aurais un meilleur classement. Forcément, vous pensez qu'il y a aussi une influence un peu de certains... Mais c'est pas seulement nous. Enfin, on en a beaucoup discuté, nous, au sein du SPIL, du syndicat de la presse en ligne. Et de toute façon, c'est un problème que tous les petits sites rencontrent, entre les sites qu'on constate, nous, ou que des sites américains constatent. Quand on regarde, que ce soit sur Comscore, sur Alexa, que ce soit en Analytics, les chiffres qu'on enregistre, nous, sont toujours systématiquement 2 à 3 fois plus élevés que ceux de Médiamétrie. Et pas seulement sur Atlantico, c'est le cas chez Sled, c'est le cas, Sled a plusieurs fois d'ailleurs rué dans les brancards, y compris en faisant des articles dessus. Donc je pense qu'il y a une vraie malhonnêteté intellectuelle de la part de Médiamétrie. Peut-être qu'un jour d'ailleurs il faudra faire un recours à Bruxelles, parce que je pense qu'en droit de la concurrence c'est un véritable scandale. Mais à la limite on s'en fout, parce que comme je vous disais, on n'est même pas dans la bataille du qualitatif, nous on est dans la bataille, du quantitatif. À la limite, peu importe qu'on soit effectivement à 3 ou à 4 millions de visiteurs uniques, je ne pense pas que ça va radicalement changer notre chiffre d'affaires. Ce qui le change, c'est de voir que les décideurs, les gens qui ont un fort pouvoir d'achat, ils sont chez nous. Et ça a une vraie valeur. Et en parlant du SPIL, justement, on avait un des membres actifs la semaine dernière, Daniel Schneiderman. Il s'émeuvait vraiment du manque de considération de cette organisation. Il disait que voilà, ils avaient été complètement laissés de côté dans les négociations avec Google, ne serait-ce que par rapport aussi à la fiscalité. Vous aussi, vous trouvez que finalement, cette initiative a du mal à avoir un écho dans le paysage médiatique?
Je pense qu'il y a un poids très lourd des groupes de presse traditionnels, que le système, qui ne vit d'ailleurs que grâce aux aides à la presse. Enfin, il faut dire la vérité, la presse française, tout le monde serait mort, que ce soit Le Figaro, Le Monde, enfin tout le monde serait mort s'il n'y avait pas en permanence des aides de l'État. Donc ça pose quand même deux catégories de problèmes. Un qui est de l'ordre de l'indépendance. Dans quelle mesure peut-on être vraiment indépendant quand on sait qu'à la fin du mois, on dépend des aides publiques? Et ça pose un autre problème aussi sur ces aides, qui est l'absurdité d'un modèle où on ne se pose pas assez la question de ce que les gens ont envie de lire. Parce que finalement, le secteur de la presse française, et je pense que ce qu'on apporte nous, et pour revenir sur ce que disait l'internaute tout à l'heure qui trouvait qu'on n'avait pas beaucoup percé, si finalement, moi je trouve pas mal percé avec des petits moyens et sans avoir fait 1 euro d'achat marketing, ou d'achat de mots-clés, de communication, à la différence d'autres journaux qui se sont lancés, comme récemment l'Opinion, avec beaucoup de dépenses en com. Nous, on n'a rien fait du tout. Et malgré tout, on est devenu le premier des sites indépendants. Et donc, pour aller au bout de mon idée sur ces groupes de presse traditionnels, oui, ils ne se posent pas assez la question de ce que les gens ont envie de lire. Et malgré tout, on est une industrie comme une autre, et bien sûr qu'il y a une noblesse du métier de journaliste, que c'est pas simplement se dire on court derrière l'audience en tant que telle, mais c'est essayer de s'adapter quand même à ce qu'en face la demande est. Parce que Sarah dit, oui, mais la bataille du quantitatif est celle de vos annonceurs, avec un petit smiley. Ben, pas que, parce que si vous êtes BMW ou Audi, vous savez très bien que vous n'allez pas vendre BMW. Typiquement, ils ne font pas de la pub sur le 20h de TF1, ils font de la pub sur BFM ou sur LCI. Donc c'est la même distinction. Clairement, nous, on n'est pas sur un modèle où la pub, où notre audience, elle ne va pas intéresser, je ne sais pas, Sarenza ou ce genre d'annonceurs qui sont sur du très grand public et sur de la ménagère. C'est pas ce qu'on est, mais on ne va pas faire semblant de l'être, ça ne sert à rien. Vous qui venez de la télévision, qu'est-ce que vous pensez de la vidéo sur Internet et comment vous vous positionnez là-dessus sur Atlantico? Pour l'instant, nous, bien sûr qu'on met beaucoup de vidéos, mais des vidéos qui existent par ailleurs. Enfin, il y a un rôle de sélection, etc., de mise en perspective des contenus avec des vidéos déjà produites. Vous pensez à créer votre propre contenu vidéo? On est en train d'y travailler. Après, je pense que ça reste difficile comme modèle économique parce que ça coûte encore un peu trop cher par rapport aux revenus, au genre de revenus que ça peut rapporter. Ça sent super bien pourtant. Enfin, c'est vraiment le modèle publicitaire qui décolle, c'est vraiment la vidéo. Vous trouvez que ça reste encore un peu en deçà quand même? Oui, mais vous savez combien ça coûte de produire cette émission? Oui, effectivement. Après, combien ça coûte et combien vous allez avoir de pubs? Parce que moi, je peux vous le dire combien elle coûte votre émission à produire, si vous voulez qu'on en parle. Ouais. On peut le rapporter au nombre d'auditeurs moyens qui l'auront regardé. Vous allez voir que ça fait un coût par internaute moyen qui est très très élevé. Donc après, c'est des investissements dans l'avenir parce que effectivement, c'est un secteur qui est en développement. À l'heure actuelle, je vous dis à l'heure actuelle, strictement à l'heure actuelle, cette équation-là, elle n'est pas résolue. D'accord. Alors une question de Damien, je pense qu'il pourra aussi clôturer cette émission, qui demande comment va évoluer le business model pure player d'après vous. Je pense que la question du payant, de toute façon, s'intégrera de plus en plus parce que le marché est plus mûr, parce que les modes de paiement, tout simplement, sont aussi un peu plus au point maintenant. Et puis parce que probablement, les gens intègrent l'idée que la qualité, ça a quand même un coût. Et donc, il y a deux modèles. Il y a les modèles de gens qui peuvent se permettre d'aller sur vraiment des espèces d'usines à contenu totalement adapté au référencement. Bien sûr que nous aussi, on est dans un souci du référencement, mais on ne produit pas des contenus que par rapport à des mots-clés ou que par rapport à ce qui est en train de partir en viral. On le fait quand même par rapport à ce qu'on estime être intéressant. Donc, soit il y aura ces sites-là, ce genre de sites comme Manly et autres, qui sont très bons dans ce qu'ils font, soit il y aura des gens qui seront plus sur des marchés de niche à des degrés différents et qui, eux, arrivent à capter des audiences qui, d'une part, ont une valeur et d'autre part, probablement, sont prêtes à payer. On voit Rue 89 qui s'adosse au Nouvel Obs. Il y a eu des rumeurs à un moment de partenariat, enfin même d'acquisition par le Figaro. Vous les avez démentis. Est-ce que vous envisagez cette éventualité de vous adosser à un grand groupe d'information pour bénéficier de leur capacité d'investissement? Moi, j'ai pas plus que je n'ai d'idées arrêtées sur le monde en général en étant libéral ou je ne sais quoi. J'ai pas d'idées arrêtées non plus. C'est en fonction des circonstances. Est-ce que ça aurait du sens pour nous ou pas, le cas échéant est-ce qu'il y aurait une vraie logique industrielle? Dans la problématique avec le Figaro, il se trouve que ça s'inscrivait dans un contexte de campagne électorale où il y avait beaucoup de pression par ailleurs et que le fond de l'histoire n'était pas nécessairement qu'économique mais aussi politique. Et de ce point de vue-là, ça ne m'intéressait pas parce que pour moi, l'indépendance d'Atlantico éditoriale
éditorial est extrêmement important. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Jean-Sébastien Ferjou d'avoir répondu à toutes nos questions. Nicolas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir été aussi nombreux à poser vos questions. Vous pouvez déjà réfléchir à celles que vous allez poser la semaine prochaine à notre invité. Ce sera Cédric Ciré, cofondateur de Webedia. À la semaine prochaine.